m'accueillir avec toi, mon amie. Tu es si précieuse pour moi. Je suis contente de passer du temps seule avec toi. On va tellement s'amuser. Oh non! J'ai oublié mon sac à dos avec ma trousse de toilette. Je l'ai pas. Julie, je t'ai demandé 3 fois si t'avais tout avant de partir. C'est toi qui m'as stressée à partir vite. C'est ta faute. Je suis tannée de toi. Tu me causes toujours plein de problèmes. J'ai pas besoin de toi dans ma vie. Va-t'en! Wow, calme-toi, là. T'agis bizarrement ces temps-ci. Tu passes d'une humeur à l'autre en un claquement de doigts. En plus, t'as des comportements à risque concernant ta consommation et ta sexualité. Je crois qu'on va annuler notre séjour pour aller consulter un psychiatre. Je crois vraiment que ce sera le meilleur pour toi. Le diagnostic est posé. Je souffre d'un trouble de personnalité limite. Le psychiatre a pris le temps de m'expliquer qu'un trouble de la personnalité est un problème au niveau de la structure de la personnalité d'une personne. En effet, celle-ci diffère d'un individu à l'autre en raison d'une grande variété de tempéraments et de traits possibles. On parlera d'un trouble de la personnalité lorsque certains traits de caractère sont très marqués, envahissants ou qu'ils sont inadaptés aux situations. L'omniprésence de ces traits auront des répercussions sur le fonctionnement de la personne et lui entraînera de la souffrance ainsi qu'à son entourage. Plus précisément, le trouble de personnalité limite est une maladie mentale caractérisée par une instabilité émotionnelle. Les individus aux prises avec ce trouble ont du mal à maîtriser leurs impulsions et à maintenir des relations interpersonnelles. Ils présentent des problèmes d'image de soi et d'identité pouvant aussi se manifester par une attitude du type tout ou rien. Ce trouble se caractérise communément par des comportements autodestructeurs tels l'automutilation. De plus, le TPL est souvent associé à d'autres affections psychiatriques telles les troubles de l'alimentation, des troubles anxieux ou dépressifs. Donc, pour savoir si mon amie a un trouble de la personnalité limite, les professionnels ont mentionné qu'elle devait répondre à un minimum de 5 critères sur 9 pour que le TPL soit diagnostiqué. Alors voici les critères du DSM-5. 1. Efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginés peuvent se traduire par des actions inappropriées et impulsives comme l'automutilation ou des tentatives de suicide. 2. Mode de relations interpersonnelles instables et intenses caractérisés par l'alternance entre les positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation. On peut comparer ça à noir ou blanc, pas de zone grise. 3. Perturbation de l'identité, instabilité marquée et persistante de l'image ou de la notion de soi. Par exemple, retournements brutaux et dramatiques de l'image de soi avec des bouleversements, des objectifs, des valeurs et des désirs professionnels, des changements soudains d'idées. Les personnes atteintes d'un TPL ont tendance à s'identifier aux personnes avec qui elles se trouvent, mais elles n'ont pas appris à bien identifier leurs propres émotions ni à bien identifier les intentions de leurs actions. 4. Impulsivité dans au moins 2 domaines potentiellement dommageables pour le sujet, par exemple dépenses, sexualité, toxicomanie, conduite automobile dangereuse. 5. Répétition de comportements, de gestes ou de menaces suicidaires. 6. Instabilité affective due à une réactivité marquée de l'humeur, par exemple dysphorie épisodique intense, irritabilité ou anxiété durant habituellement quelques heures et rarement plus de quelques jours. 7. Sentiment chronique de vide. Le vide est causé par un sentiment de grande solitude et un grand besoin affectif. 8. Colère intense et inappropriée ou difficulté à contrôler sa colère. Fréquente manifestation de mauvaise humeur. Il est à noter que, suite à leur crise de colère, les personnes vivent de la honte et de la culpabilité. 9. Survenue transitoire dans des situations de stress, d'une idéation persécutoire ou symptômes dissociatifs sévères. En d'autres mots, les personnes ont des distorsions de la réalité et pendant quelques jours qui suivent un événement stressant, elles peuvent se sentir dépersonnalisées ou sentir que le monde est irréel. On rapporte qu'entre 1 et 3 % de la population générale est atteinte d'un trouble de la personnalité limite. Chez les femmes, le risque d'être diagnostiqué est 3 fois plus élevé. Fait important, on note un taux particulièrement élevé de tentatives de suicide chez cette population. En effet, près de 50 % des personnes atteintes tenteront de s'enlever la vie. Mais que se passe-t-il réellement dans le cerveau de Julie? Il n'est pas possible d'établir une relation directe entre un seul facteur précis et le développement du trouble de la personnalité limite. On considère que l'apparition de ce trouble résulte plutôt de l'interaction de divers facteurs, comme des facteurs génétiques, neurochimiques, neuroanatomiques et psychologiques. Il faut préciser qu'on retrouve dans la littérature une grande diversité concernant les causes possibles et que plusieurs conclusions sont encore à l'étude. Mais dans les dernières années,
Les techniques de neuroimagerie se sont avérées être des méthodes particulièrement intéressantes et prometteuses dans la détection d'anomalies au niveau cérébral chez les personnes atteintes de ce trouble. Les techniques d'imagerie par résonance magnétique, fonctionnelle et anatomique, sont utilisées pour étudier l'activité de certaines régions du cerveau ou pour détecter les anomalies, tant sur le plan structural que volumétrique. Il est à noter que plusieurs autres techniques sont aussi utilisées en recherche. Plusieurs recherches appuient la présence d'une vulnérabilité neurochimique chez les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité limite. Les techniques de neuroimagerie ont permis d'observer une altération du fonctionnement dans la transmission de différents neurotransmetteurs, tels que la sérotonine, la norépinéphrine, le glutamate et le GABA. Des chercheurs ont entre autres établi un lien entre le taux de sérotonine et les comportements agressifs et impulsifs. Ainsi, lorsque le taux de sérotonine diminue ou que son niveau est très bas dans le cerveau, les comportements agressifs et impulsifs augmentent. Ce lien a également été établi avec la norépinéphrine. Les techniques d'imagerie par résonance magnétique ont permis de découvrir des différences anatomiques et physiologiques au niveau de certaines régions cérébrales chez les personnes avec un trouble de la personnalité limite. Une hyperactivité de l'amygdale a été observée chez ces personnes. Cette partie du cerveau, située dans la partie frontale du lobe temporal, est essentielle au décodage des émotions. Elle est aussi responsable des réflexes associés à la peur, à la vigilance et aux réponses affectives. L'amygdale est notamment impliquée lors des décisions simples qu'on prend fréquemment dans une journée, comme s'approcher ou éviter certaines choses ou certaines personnes. De plus, il a été possible d'observer une diminution de l'activité du cortex préfrontal, dorsolatéral et préorbital chez les personnes atteintes du trouble de la personnalité limite. Cette région du cerveau joue un rôle clé dans la capacité de contrôler nos émotions, nos humeurs, dans notre capacité de regret et dans le contrôle de notre personnalité. Ainsi, cette hyperactivité au niveau de l'amygdale et la diminution de l'activité des régions frontales du cerveau perturberait le traitement des émotions et pourrait alors expliquer les caractéristiques d'impulsivité, d'agressivité et les importantes difficultés relationnelles retrouvées chez les personnes avec un trouble de la personnalité limite. Pour vulgariser ce qui se passe au niveau du cerveau, certains auteurs ont d'ailleurs fait l'analogie avec une voiture. Dans ce cas-ci, l'amygdale serait la pédale de gaz pour l'émotion et le cortex dorsolatéral serait la pédale de frein. Ainsi, chez la personne atteinte du trouble de personnalité limite, le cerveau appuie davantage sur la pédale de gaz et ne réussit pas à actionner la pédale de frein suffisamment pour freiner les émotions. Certaines études tendent à démontrer que le trouble de la personnalité limite serait héréditaire. Effectivement, on observe que le taux de prévalence du trouble de la personnalité limite est de 4 à 20 fois plus élevé chez les personnes ayant des parents atteints du trouble. Des résultats de recherche semblent démontrer que de nombreux individus atteints de TPL présentent des antécédents d'abus physiques ou psychologiques. Ils ont, dans plusieurs cas, souffert de carences affectives ou de séparation tôt dans l'enfance et ou ont subi des traumatismes ou des événements stressants à l'âge de l'adolescence ou adulte. Les troubles de la personnalité ont des impacts sur la vie quotidienne des personnes atteintes. Parmi ces impacts, on note une pauvre estime de soi, des valeurs et des buts personnels peu définis et une faible capacité d'adaptation. La qualité de vie et la participation sociale de ces personnes sont aussi affectées en raison de leurs difficultés au niveau relationnel. En plus de ces difficultés pour les relations sociales, les personnes atteintes d'un TPL ont souvent de la difficulté à se montrer vulnérables et manquent d'empathie, ce qui entraîne souvent un environnement social restreint. Parlons maintenant des traitements en lien avec le TPL. Premièrement, l'hospitalisation est recommandée seulement pour protéger la personne contre elle-même pendant une crise et doit être de courte durée. La plupart des patients TPL sont traités par psychothérapie comportementale ou par médication ou une combinaison de ces deux traitements. Pour ce qui est de la médication, on parle ici d'antidépresseurs afin de traiter les symptômes dépressifs ou les variations extrêmes de l'humeur pouvant être entraînées par le TPL et d'antipsychotiques pour traiter la confusion de la pensée et l'activation du comportement. De plus, on a établi que la thérapie dialectique comportementale, centrée sur l'échange et la négociation, réduit de manière significative le comportement autodestructeur et suicidaire chez les individus atteints de TPL. La thérapie cognitivo-comportementale peut aussi être utilisée afin que le client examine et comprenne ses croyances, sa perception de lui-même et ses relations avec le monde.
Finalement, les thérapies familiales peuvent être très intéressantes dans un cas de TPL car les personnes atteintes ont tendance à projeter leur souffrance sur leur entourage. Les principes clés d'intervention pourraient se résumer par cohérence, prévisibilité et stabilité. En effet, dans une intervention avec un client qui vit avec un trouble de la personnalité limite, je dois, en tant que thérapeute, m'assurer de définir et d'appliquer un cadre d'intervention stable et prévisible qui régit les comportements attendus et la relation client-thérapeute. De plus, comme toute bonne intervention centrée sur le client et moi décidons d'un commun accord des objectifs d'intervention et maintenons le focus sur ces objectifs précis. Je m'assure toujours de favoriser l'utilisation thérapeutique de moi-même dans la relation, puisque celle-ci a tendance à être difficile avec les personnes atteintes d'un TPL. Pour finir, afin d'être une bonne thérapeute, il est très important que je croie au potentiel du client, que je souhaite vraiment l'aider et que je demeure empathique avec lui tout au long du processus. Les diagnostics des différents troubles de la personnalité sont très controversés. Neurosciences et neuropsychologie collaborent pour décrire davantage les déficits neuropsychologiques associés au TPL dans le but d'améliorer l'établissement du diagnostic et autres facteurs reliés. Neurosciences et psychologie collaborent aussi au sujet de la plasticité neuronale. Cette théorie stipule que le cerveau est sans cesse en construction de nouvelles connexions suite aux expériences vécues, ce qui justifie l'espoir et les efforts du clinicien en psychologie.